Mon père a refusé de me conduire à l'hôtel le jour de mon mariage. La raison? Ma propre sœur, qui me méprise depuis toujours, a décidé d'organiser sa fête de l'année exactement le même jour. C'est du moins ce qu'il voulait me faire croire. La vérité, bien plus sombre et bien plus cruelle, a non seulement détruit notre famille, mais a aussi révélé un complot financier qui a failli anéantir mon avenir. Mais il ne savait pas que dans l'ombre, mon petit frère de 17 ans préparait une riposte qui allait tout changer. Avant de plonger dans les détails de cette histoire incroyable, qui m'a fait passer du rêve au cauchemar puis à une justice inattendue, j'aimerais savoir d'où vous m'écoutez. Dites-moi dans les commentaires de quelle ville ou de quel pays vous êtes, et quelle heure il est chez vous en ce moment. C'est fascinant de voir jusqu'où nos histoires peuvent voyager. Maintenant, laissez-moi vous ramener quelques mois en arrière. Je m'appelle Chloé, j'ai 28 ans, et j'étais sur un petit nuage. J'allais épouser Luc, l'homme de ma vie. Nous avions passé plus d'1 an à préparer ce que je pensais être le plus beau jour de ma vie. Chaque détail était parfait. Nous avions réservé un magnifique domaine en Provence, près d'Aix-en-Provence, un lieu baigné de soleil et de champs de lavande. Ma robe, une création simple mais élégante, attendait patiemment dans sa housse. Nos amis, notre famille, tout le monde semblait partager notre bonheur. Tout le monde, sauf peut-être ma sœur aînée, Sophie. Sophie a toujours été compliquée. Plus âgée de 7 ans, elle était la préférée de mon père, Gérard. Elle était l'enfant brillante, extravertie, tandis que j'étais la plus calme, la plus rêveuse. Une rivalité sourde s'était installée depuis l'enfance, nourrie par la jalousie de Sophie et la préférence évidente de mon père. Mais j'espérais, naïvement, que mon mariage apaiserait les tensions. Quelle erreur! L'appel téléphonique qui a tout fait basculer est arrivé un mardi soir, alors que je finalisais la liste des invités avec Luc. Je voyais le nom de « Papa » s'afficher sur mon écran, et j'ai décroché avec un grand sourire. « Papa! J'espère que tu vas bien. On est en train de régler les derniers détails pour le grand jour. » Un silence. Puis sa voix, plate, distante. « Chloé, écoute. Il faut que je te parle de quelque chose. » Mon estomac s'est noué. Je sentais que quelque chose n'allait pas. Qu'est-ce qu'il y a? Un problème de santé? Non, non, rien de tout ça. C'est à propos du mariage. Je ne pourrai pas venir. Les mots flottaient dans l'air, absurdes, irréels. J'ai cru à une mauvaise blague. Comment ça, tu ne pourras pas venir? Mais, tu dois me conduire à l'hôtel, papa. On en parle depuis que je suis petite. Je sais, ma chérie, mais, c'est compliqué. Ta sœur. Sophie a décidé d'organiser une grande fête pour son 35e anniversaire. Et elle l'a fixé le même jour. Le monde s'est arrêté de tourner. J'ai regardé Luc, les yeux écarquillés, incapable de comprendre. Mais c'est impossible. Notre date est fixée depuis 1 an. Elle le sait. Pourquoi ferait-elle ça? Oh, tu connais ta sœur, a-t-il dit avec une lassitude qui sonnait faux. Quand elle a une idée en tête. Et puis, c'est un cap important pour elle. Elle a besoin du soutien de la famille. Surtout en ce moment, avec ses affaires. La colère a commencé à monter, brûlante, étouffant le chagrin. Et moi, papa? Le jour de mon mariage, ce n'est pas un cap important? J'ai besoin de toi. Chloé, ne sois pas égoïste. Ce n'est qu'une journée. Vous serez mariés à la fin. La famille, c'est plus important que tout. Tu devrais comprendre et soutenir ta sœur. Il a raccroché avant que je puisse répondre. J'étais anéantie. Luc m'a prise dans ses bras pendant que je tremblais de rage et de chagrin. 20 minutes plus tard, mon téléphone a de nouveau sonné. C'était Sophie. Sa voix était mielleuse, presque triomphante. Ma petite Chloé chérie. J'espère que tu n'es pas trop fâchée. C'est une terrible coïncidence, n'est-ce pas? J'ai complètement oublié ta date quand j'ai réservé le lieu pour ma fête. J'espère que tu comprends. Papa est tellement stressé en ce moment, ce serait bien que tu ne lui causes pas de problèmes supplémentaires. Chaque mot était une gifle. Ce n'était pas une coïncidence. C'était un acte de sabotage délibéré.
C'était sa façon de me rappeler qui comptait le plus aux yeux de notre père. Ce soir-là, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Je me sentais complètement seule, trahie par mon propre sang. Je pensais avoir touché le fond, que la douleur ne pouvait pas être pire. Mais ce que j'allais découvrir dans les jours suivants dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer. Ce n'était pas seulement une question de jalousie. C'était bien plus grave. C'était une histoire d'argent, de mensonges et de fraude. Les jours qui ont suivi cet appel ont été un véritable supplice. La joie pétillante qui m'animait avait laissé place à une chape de plomb. Chaque préparatif de mariage, autrefois source d'excitation, était désormais teinté d'amertume. Comment pouvais-je me réjouir alors que mon propre père m'avait si cruellement abandonné pour les caprices de ma sœur? La maison familiale, où je vivais encore en attendant le mariage, était devenue un champ de mine émotionnel. Le silence de mon père était assourdissant, et les sourires en coin de Sophie étaient des poignards dans mon cœur. Au milieu de ce drame familial, mon petit frère, Léo, semblait naviguer comme une ombre. À 17 ans, Léo était l'antithèse de Sophie. Silencieux, introverti, il passait le plus clair de son temps dans sa chambre, le visage illuminé par l'écran de son ordinateur. Pour beaucoup, il était juste le petit dernier, un peu dans sa bulle, passionné de jeux vidéo et de codage. Mon père et Sophie le remarquaient à peine, trop occupés par leur propre monde. Mais moi, j'avais toujours senti chez Léo une intelligence et une sensibilité hors du commun, cachées derrière sa timidité. Alors que la tension montait, Sophie a intensifié ses attaques, passant de la cruauté passive à un sabotage actif. L'incident de la robe de mariée a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'avais rapporté la robe à la maison pour la montrer à la mère de Luc. Je l'avais suspendue avec une précaution infinie dans le salon. Sophie est entrée, un verre de vin rouge à la main, en faisant de grands gestes. « Oh, Chloé, elle est intéressante », a-t-elle commenté, un sourire narquois aux lèvres. En se retournant, son bras a heurté le verre, et le liquide pourpre a giclé en une arche parfaite sur le satin blanc immaculé de ma robe. Le temps a semblé se figer. Le silence était total, brisé seulement par le goutte à goutte du vin tombant sur le parquet. « Oh, mon Dieu! Je suis tellement désolée », a-t-elle crié, avec une fausse panique qui ne trompait personne. Mon père est accouru. En voyant la scène, son visage s'est durci. Mais sa colère n'était pas dirigée contre Sophie. Elle était pour moi. Chloé. Mais quelle idée de laisser traîner une robe aussi chère dans le salon. Tu sais bien que ta sœur est parfois maladroite. C'est de ta faute. Je suis restée bouche bée. Non seulement ma robe de mariée était ruinée, mais j'étais la coupable. J'ai vu le regard triomphant de Sophie par-dessus l'épaule de mon père. Ce soir-là, j'ai compris qu'il n'y avait plus rien à sauver. C'est là que Léo est sorti de son silence. Pas avec des mots, mais avec des actions. Je le voyais de plus en plus souvent sur l'ordinateur familial dans le bureau, un vieil appareil que mon père utilisait pour sa comptabilité personnelle. Je pensais qu'il jouait ou faisait des recherches pour ses cours. Un soir, en passant devant la porte entr'ouverte, je l'ai vu, le front plissé par la concentration, tapant des lignes de commande à une vitesse fulgurante. L'écran était rempli de fenêtres et de chiffres que je ne comprenais pas. Intrigué, je suis entrée. Léo? Tout va bien? Il est tard. Il a sursauté et a rapidement minimisé les fenêtres, mais pas assez vite pour que je ne puisse apercevoir des logos de banque et des relevés de compte. Il m'a regardé, et pour la première fois, j'ai vu dans ses yeux non pas un adolescent, mais un homme. Une lueur froide, déterminée, que je ne lui connaissais pas. « Ça va, Chloé ?» a-t-il dit, sa voix plus grave que d'habitude. Je vérifie juste quelques trucs pour papa. Il m'a demandé de l'aide pour optimiser son ordinateur. Le mensonge était maladroit, mais l'intention derrière était claire. Il me protégeait. Il cachait quelque chose. Il avait vu la scène avec la robe, il avait entendu les conversations téléphoniques, il avait senti mon désespoir. Et, à sa manière silencieuse, il avait décidé d'agir. Il avait l'air si différent, ce n'était plus mon petit frère renfermé. C'était comme regarder un stratège préparant son prochain coup. Et son prochain coup allait secouer les fondations de notre famille bien plus violemment qu'une simple dispute de mariage. La semaine qui a suivi l'incident de la robe a été glaciale. Je me suis réfugiée chez Luc,
ne supportant plus l'atmosphère toxique de la maison. J'ai réussi, par miracle, à faire nettoyer ma robe, mais la tâche symbolique, elle, restait. Chaque jour, je me demandais ce que Léo pouvait bien manigancer. Son silence était devenu une promesse tacite, une attente pesante. Avant de vous raconter comment tout a éclaté, je veux juste prendre un instant pour vous remercier de m'écouter. C'est incroyable de voir à quel point partager son histoire peut être libérateur. Si vous aussi, vous avez déjà senti que quelque chose clochait dans votre famille, que des secrets pesaient sur l'atmosphère, mais sans pouvoir mettre le doigt dessus, abonnez-vous à la chaîne. Savoir qu'on n'est pas seul dans ces épreuves, ça change tout. Le déclic a eu lieu un samedi après-midi. J'étais revenue à la maison pour récupérer quelques affaires. La maison était vide. Mon père et Sophie étaient sortis, probablement pour organiser leur fameuse fête. Je suis passée devant le bureau et j'ai vu Léo, assis devant l'ordinateur, immobile. Il ne tapait pas, il fixait l'écran, le visage pâle. « Léo » ai-je murmuré. Il a lentement tourné la tête vers moi. Ses yeux étaient sombres. « Viens voir, Chloé. » Je me suis approchée. Sur l'écran, il y avait un relevé de compte en ligne. J'ai immédiatement reconnu l'intitulé « Fonds fiduciaire Martin », le nom de jeune fille de notre grand-mère maternelle. C'était le fonds qu'elle avait créé pour nous, ses petits-enfants, une somme destinée à nous aider à démarrer dans la vie, un apport pour un appartement, le lancement d'une entreprise, ou un mariage. Le fonds était divisé en 3 parts égales, une pour chacun de nous, gérée par notre père jusqu'à notre majorité ou un événement majeur. Mon regard a balayé les lignes de chiffres, et mon cœur s'est arrêté. La ligne correspondant à ma part, Chloé Dubois, par bénéficiaire, affichait un solde de 12,47 €. Le reste, une somme de 50 000 €, avait disparu. Mais, c'est impossible, ai-je balbutié, ma voix un fil. Où est l'argent? Léo a cliqué sur une autre fenêtre. C'était un email de confirmation de virement, daté de 2 semaines plus tôt. L'ordre venait du compte de notre père, en tant que gestionnaire du fonds. La destination, un compte au nom de Sophie Dubois Création, l'entreprise de ma sœur. Le motif du virement, avance sur héritage et investissement commercial. Le souffle m'a manqué. Ce n'était pas seulement le refus de m'accompagner à l'hôtel. Ce n'était pas seulement la fête organisée par pure méchanceté. C'était un vol. Un vol orchestré par mon père et ma sœur, avec l'argent que ma grand-mère m'avait laissé. « Comment as-tu trouvé ça ?» ai-je demandé, ma voix tremblante. Léo a haussé les épaules, mais son regard était dur. Papa est négligent. Il reste toujours connecté à ses comptes. Il m'a demandé de nettoyer son ordinateur parce qu'il était lent. En réalité, il voulait que j'efface ses traces. Mais il a sous-estimé ce que je pouvais trouver. Il m'a expliqué qu'en fouillant dans l'historique et les fichiers temporaires, il avait non seulement trouvé cet email, mais aussi des dizaines d'autres. Des échanges où mon père et Sophie discutaient ouvertement de la manière de gérer la situation avec Chloé, de la nécessité de la distraire avec l'histoire de la fête, pour que je ne pose pas de questions sur l'argent. Il me prenait pour une idiote. La douleur était si intense qu'elle en devenait physique. C'était une trahison à un niveau que je n'aurais jamais cru possible. Ils n'avaient pas seulement volé mon argent, ils avaient volé mes souvenirs, la confiance que j'avais en eux, l'amour que je leur portais. Léo a posé sa main sur mon épaule. « Ce n'est pas tout, Chloé, a-t-il dit, sa voix grave. La fête, l'argent, ce n'est que la surface. Ce qu'il prépare est bien pire. J'ai trouvé les vrais plans. 50 000 €. L'argent de mon avenir, l'héritage de ma grand-mère, volé par mon propre père pour financer les ambitions de ma sœur. Mais Léo avait raison. Ce n'était que le début du cauchemar. Et maintenant, je devais affronter l'abîme qui s'ouvrait sous mes pieds. Je suis restée assise sur la vieille chaise de bureau, fixant l'écran, le chiffre dérisoire de 12,47 € gravé dans ma rétine. Chaque respiration était une lutte. La trahison était une chose, mais la préméditation, la froideur calculée avec laquelle mon père et ma sœur avaient comploté contre moi, c'était d'un tout autre ordre. Je me sentais nauséeuse. C'est à ce moment précis, mes amis, que j'ai compris que la famille que je pensais avoir n'existait plus. Je dois vous poser la question,
si vous aviez été à ma place, en découvrant une telle machination, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous confronté votre famille immédiatement? Ou auriez-vous fait comme moi, écoutant la suite, sentant que le pire était encore à venir? Dites-le moi dans les commentaires, votre avis m'intéresse sincèrement. Léo a attendu que le choc initial passe, puis il a ouvert un autre dossier sur le bureau de l'ordinateur. Le nom du dossier était anodin, Projet anniversaire Sophie. Mais ce qu'il contenait était une véritable bombe à retardement. Ce n'était pas une liste d'invités ou un menu de traiteur. C'était un business plan complet, des projections financières, et des dizaines d'échanges d'emails avec des banquiers, des fournisseurs de luxe, et des investisseurs potentiels. Lisa, m'a dit Léo en ouvrant un document. Le document détaillait le plan de Sophie pour sauver sa boutique de vêtements de luxe à Lyon, Sophie Dubois Création, qui, contrairement à ce qu'elle laissait paraître, était au bord de la faillite. Elle avait accumulé des dettes colossales. La fête d'anniversaire n'était qu'un prétexte. En réalité, c'était un événement de lancement pour une nouvelle collection, une opération de la dernière chance pour impressionner des investisseurs et obtenir des fonds pour ne pas couler. Mon argent, mes 50 000 euros, n'était que l'acompte, la mise de départ pour financer cet événement extravagant. Mon regard a parcouru les lignes de budget, 15 000 euros pour la location d'un château près de Lyon, 10 000 euros pour le champagne et le traiteur, 20 000 euros pour payer des influenceurs et la presse. Elle dépensait mon avenir pour sauver sa propre incompétence. Mais le pire était dans les emails échangés avec notre père. Léo en a ouvert un. C'était de Sophie à Gérard. Papa, il faut qu'on trouve une solution pour Chloé. Elle va finir par poser des questions sur le fond. L'idée de la fête est bonne, ça va l'occuper et la mettre en colère pour la bonne raison. Pendant ce temps, on finalise tout. Une fois les investisseurs à bord, je te rembourserai et on lui dira que le fonds a subi une perte. Elle n'y connaît rien en finance, elle gobera tout. La réponse de mon père était encore plus glaçante. D'accord, ma puce. Fais ce qu'il faut. La réussite de ton entreprise est la priorité. Chloé est jeune, elle s'en remettra. Elle a Luc pour s'occuper d'elle maintenant. Je me suis levée, j'avais besoin d'air. Il ne m'avait pas seulement volé. Il m'avait méprisée, jugée insignifiante, assez stupide pour croire à leurs mensonges. Ma propre peine, mon propre mariage, n'étaient que des distractions dans leur grand plan. Il y a encore autre chose, a dit Léo, le visage fermé. Il a cliqué sur un sous-dossier intitulé « Fiscalité ». Il contenait des déclarations de revenus falsifiés. Depuis des années, Sophie sous-déclarait ses revenus, cachait des ventes pour échapper à l'impôt. Et il y avait des emails prouvant que notre père, qui l'aidait parfois avec sa comptabilité, était parfaitement au courant. Il était son complice. Le vol de mon héritage était une chose. Mais la fraude fiscale, c'était un crime. Un vrai crime, avec de vraies conséquences pénales. Il ne jouait plus seulement avec mes sentiments, il jouait avec le feu, risquant la prison. Ce n'était pas seulement un vol, c'était une conspiration. Ma propre famille avait planifié de détruire mon avenir pour sauver les apparences et couvrir leurs actes illégaux. À ce moment-là, j'ai su que je ne pouvais plus pleurer. La tristesse s'était transformée en une rage froide, une détermination de fer. Je devais me battre. Pas seulement pour mon argent, mais pour ma dignité. La rage qui m'envahissait était si puissante qu'elle a balayé toute trace de chagrin. Fini les larmes. Fini la victime. Face à l'ampleur de leur tromperie, une seule pensée occupait mon esprit, la justice. Je me suis tournée vers Léo, mon petit frère qui venait de grandir de 10 ans à mes yeux. Qu'est-ce qu'on fait, Léo? On va voir la police? On les confronte? Il a secoué la tête lentement, son calme olympien contrastant avec ma fureur intérieure. Non. Pas encore. Si on les confronte maintenant, ils vont tout nier. Ils vont effacer les preuves, inventer une autre histoire. Ils nous manipuleront, comme ils l'ont toujours fait. La police, ça prendra du temps. Le temps qu'ils enquêtent, Sophie aura eu son argent et ils auront trouvé un moyen de s'en sortir. Il faut être plus intelligent qu'eux. Il a ouvert un nouveau fichier sur son ordinateur. C'était un document texte, impeccablement structuré, intitulé « Plan d'action ». J'ai lu,
fasciné et un peu effrayé. Mon frère de 17 ans avait élaboré une stratégie digne d'un film d'espionnage. J'ai tout préparé, Chloé, a-t-il dit. On ne va pas les attaquer de front. On va scier la branche sur laquelle ils sont assis, et on va les regarder tomber. Son plan était d'une précision chirurgicale. Il avait passé les derniers jours à faire bien plus que simplement découvrir la vérité. Il avait rassemblé, classé et sécurisé chaque preuve numérique sur un disque dur externe crypté. Il avait fait des recherches sur tous les acteurs impliqués dans le projet de Sophie, les investisseurs qu'elle courtisait, les banquiers qui lui avaient accordé des prêts, et même le cabinet comptable qui fermait les yeux sur ses arrangements. Le plan se déroulait en 3 phases, qu'il m'a expliqué point par point. Phase 1, le doute. La force de Sophie, c'est sa confiance et l'image qu'elle projette, a expliqué Léo. On va commencer par fissurer cette image. Il avait rédigé un email parfaitement anonyme, utilisant un service crypté et passant par plusieurs serveurs pour rendre sa source intraçable. L'email serait envoyé aux 2 principaux investisseurs que Sophie devait rencontrer lors de sa fête. Le message était subtil, ne contenait aucune accusation directe. Il se présentait comme un conseil amical d'un initié du milieu de la mode lyonnaise, suggérant de faire preuve de la plus grande prudence et de demander un audit indépendant des comptes de Sophie Dubois Création, avant tout engagement, en raison de rumeurs persistantes sur des dettes fournisseurs cachées et des irrégularités de gestion. Ça ne prouve rien, a dit Léo, mais ça va planter une graine de doute dans leur esprit. Les gens riches détestent le risque. Ils vont commencer à se poser des questions. Phase 2, l'attaque financière. La deuxième étape était plus agressive. Léo avait identifié la banque qui avait accordé à notre père un prêt important, probablement gagé sur la maison familiale, pour compléter mon héritage volé. En utilisant les informations trouvées sur l'ordinateur de notre père, Léo allait remplir un formulaire de signalement de fraude en ligne, toujours de manière anonyme, alertant la banque sur une possible utilisation frauduleuse des fonds pour couvrir les dettes d'une entreprise tierce en faillite, mentionnant nommément l'entreprise de Sophie. Les banques ont des algorithmes pour ça. Un signalement de ce type déclenche automatiquement un gel des fonds et une enquête interne. Ça va leur couper les vivres au pire moment. Phase 3, le coup de grâce. C'était la partie la plus audacieuse. Léo avait préparé une clé USB contenant une copie de toutes les preuves de fraude fiscale, les fausses déclarations, les emails compromettants entre Sophie et notre père. Cette clé serait envoyée par la poste, dans une enveloppe banale, au centre des impôts de Lyon, le fameux fisc. Pas de nom d'expéditeur, juste une bombe silencieuse déposée dans leur boîte aux lettres. J'étais sans voix. La complexité, la froideur et l'efficacité de ce plan me donnaient le vertige. C'était à la fois brillant et terrifiant. Léo, tu es sûr de toi? C'est dangereux. Il m'a regardé droit dans les yeux. Ce qui est dangereux, Chloé, c'est de les laisser faire. Ils t'ont volé. Ils nous ont menti toute notre vie. C'est fini. On reprend le contrôle. Pendant que Sophie planifiait sa grande fête, mon petit frère, dans l'ombre, planifiait sa chute. Le jour de mon mariage approchait, et il allait devenir le théâtre d'une justice que personne n'attendait. La décision était prise. La peur avait cédé la place à une sorte de calme glacial. Nous allions le faire. Assis côte à côte dans le silence du bureau, Léo et moi avons mis le plan à exécution. C'était surréaliste. Dehors, le soleil de fin d'après-midi filtrait à travers les rideaux, le monde continuait de tourner, ignorant le drame qui se jouait entre ces 4 murs. Léo a commencé par la phase 1. Avec des mains expertes, il a navigué à travers des réseaux privés virtuels, masquant notre adresse IP, faisant rebondir le signal d'un pays à l'autre. C'était comme le regarder jouer du piano, chaque mouvement précis, délibéré. Il a envoyé le premier email anonyme aux investisseurs. Puis le second. Un clic. C'était fait. Le premier domino venait de tomber. Ensuite, la phase 2. Le signalement à la banque. C'était plus délicat. Il fallait utiliser les bons termes, les mots-clés qui déclencheraient les alertes. Léo avait passé des heures à étudier les procédures bancaires en ligne. Il a rempli le formulaire, détaillant les soupçons de manière factuelle, sans émotion. Un autre clic.
Le deuxième domino a basculé. La phase 3, la clé USB pour le fisc, attendrait quelques jours. Il fallait que l'envoi postal soit parfaitement synchronisé pour arriver juste avant la fameuse « fête ». Les jours suivants ont été les plus longs de ma vie. Nous étions devenus des conspirateurs dans notre propre maison, échangeant des regards entendus par-dessus la table du dîner, tandis que mon père et Sophie, inconscients du danger, continuaient leurs préparatifs. Sophie était plus arrogante que jamais, parlant sans cesse de « son événement », des gens importants qui seraient présents, de la manière dont elle allait révolutionner la mode à Lyon. Mon père la regardait avec une fierté aveugle, buvant ses paroles. C'était à vomir. Ce qui s'est passé ensuite a été plus rapide et plus brutal que tout ce que nous aurions pu prévoir. Si vous voulez savoir comment un empire de mensonges peut s'effondrer en quelques jours à peine, restez avec moi, car la chute a été vertigineuse. Le premier signe est apparu 3 jours après l'envoi des emails. J'ai surpris une conversation téléphonique de mon père dans le couloir. Sa voix, habituellement si autoritaire, était tendue, presque suppliante. Mais enfin, Monsieur Renaud, je ne comprends pas. Tout était convenu. Un simple email anonyme ne peut pas tout remettre en cause. C'est absurde. C'est certainement un concurrent jaloux. Oui, je comprends votre prudence, mais... Allô? Allô? Il a raccroché, le visage défait. Monsieur Renaud était l'un des investisseurs principaux. Il venait de se retirer. 2 jours plus tard, c'était au tour de Sophie d'exploser. Elle a hurlé dans son téléphone pendant près d'1 heure. Sa banque venait de geler le prêt qu'il lui avait accordé, invoquant une procédure de vérification interne suite à un signalement. Son compte professionnel était bloqué. Les fonds pour payer le traiteur, les mannequins, la salle, tout était inaccessible. La panique a commencé à s'installer chez eux. L'arrogance a été remplacée par l'anxiété. Ils se sont mis à chercher des coupables partout, un ancien employé, un concurrent, un amant éconduit de Sophie. Jamais, pas une seule seconde, ils ne nous ont soupçonnés. À leurs yeux, j'étais la petite sœur naïve et Léo, l'adolescent invisible. Notre existence même était en dehors de leur champ de suspicion. Leur mépris était notre meilleur camouflage. Pendant ce temps, Léo postait la petite enveloppe contenant la clé USB. Discrètement, dans une boîte aux lettres à l'autre bout de la ville. Le coup de grâce était en route. Le chaos dans la maison était total. Les cris et les accusations fusaient. Sophie était au bord de la crise de nerfs. Mon père essayait désespérément de trouver de l'argent, passant des appels frénétiques, mais toutes les portes se fermaient. Leur monde, construit sur des apparences et des mensonges, s'effritait pièce par pièce. La veille de mon mariage, la maison était silencieuse. Mais ce n'était pas un silence de paix. C'était l'épuisement après la bataille, l'attente anxieuse du coup suivant. C'était le calme avant la tempête finale. Et je savais que demain, le jour où j'étais censé célébrer mon amour, tout allait exploser. Le matin de mon mariage s'est levé sur un ciel d'un bleu éclatant, un contraste cruel avec la grisaille de mon âme. Je me suis préparé dans une chambre d'hôtel que Luc avait réservée, loin de la maison familiale et de son atmosphère irrespirable. Ma mère, décédée quand j'étais adolescente, me manquait plus que jamais. J'aurais tant voulu qu'elle soit là pour me rassurer, pour me coiffer, pour me dire que tout irait bien. J'ai enfilé ma robe, miraculeusement sauvée. En me regardant dans le grand miroir, je n'ai pas vu une mariée radieuse. J'ai vu une jeune femme fatiguée, les yeux cernés par des nuits sans sommeil, mais avec une lueur nouvelle dans le regard, une détermination froide. Ce jour n'était plus seulement mon mariage. C'était le jour du jugement. Mon téléphone est resté silencieux. Pas un message de mon père. Pas un appel de Sophie. Leur silence était la confirmation finale de leur abandon. Ils étaient trop absorbés par leur propre naufrage pour penser à moi. La douleur était là, sourde, persistante, comme une vieille blessure qui se réveille. Mais elle était mêlée à un étrange sentiment de libération. La cérémonie devait avoir lieu à 15 heures, dans les jardins du domaine. Luc est venu me voir juste avant, magnifique dans son costume. Il a vu la tristesse dans mes yeux. Il n'a pas appelé, n'est-ce pas, a-t-il demandé doucement. J'ai secoué la tête, essayant de retenir mes larmes pour ne pas abîmer mon maquillage. Non.
Ils ne viendront pas, il m'a prise dans ses bras. Alors c'est leur perte, mon amour. Pas la tienne. Tu es entouré de gens qui t'aiment. Moi, mes parents, nos amis. C'est ça, ta vraie famille aujourd'hui. Ces mots m'ont donné la force dont j'avais besoin. Le moment est arrivé. La musique a commencé à jouer, une douce mélodie au piano. Les invités étaient tous là, leurs visages tournés vers moi. J'étais au bras de personne, attendant, le cœur battant, ne sachant pas comment j'allais pouvoir remonter cette allée toute seule. La place à côté de moi, celle de mon père, était terriblement vide. C'était une humiliation publique, orchestrée par ma propre famille. Et puis, alors que les murmures commençaient à s'élever dans l'assemblée, j'ai vu une silhouette s'approcher. C'était Monsieur Dubois, le père de Luc. Un homme d'une 60aine d'années, avec des yeux vifs et un sourire d'une infinie bienveillance. Il s'est arrêté devant moi. « Chloé, ma chère enfant », a-t-il dit, sa voix douce mais ferme. Un père est celui qui est présent. Celui qui soutient. Celui qui est fier. Si tu me le permets, je serai le plus fier des hommes de te conduire à mon fils. Les larmes que j'avais retenues ont finalement coulé, mais c'étaient des larmes de gratitude. J'ai hoché la tête, incapable de parler. J'ai glissé mon bras sous le sien, et sa main a recouvert la mienne avec une chaleur paternelle que je n'avais pas ressentie depuis des années. En remontant l'allée à son bras, j'ai croisé le regard de Léo, assis au premier rang. Il m'a fait un minuscule sourire, un sourire qui disait « Tiens bon. La justice arrive. » J'ai su alors que je n'étais pas seule. J'ai dit « oui » à Luc avec un cœur rempli d'un mélange de tristesse et d'une immense gratitude. J'avais perdu un père, mais j'avais gagné une famille. La cérémonie était terminée, les applaudissements crépitaient, les pétales de rose volaient. Mais je savais que la journée, elle, ne l'était pas. Le vrai spectacle était sur le point de commencer à la réception, et les acteurs principaux ne savaient pas encore quel rôle ils allaient jouer. La réception se tenait dans une magnifique salle voûtée en pierre du domaine. Les rires fusaient, le champagne coulait. Pour nos invités, c'était un mariage parfait. Pour moi, c'était le calme avant la détonation. J'essayais de sourire, de profiter du moment, mais une partie de moi était en état d'alerte, guettant la porte. Léo, d'habitude si discret, avait installé son ordinateur portable à une table près de la régie du DJ, sous prétexte de gérer le diaporama de nos photos d'enfance. En réalité, il était le chef d'orchestre de ce qui allait suivre. Et puis, ils sont arrivés. Vers 20h, en plein milieu du dîner. La grande porte s'est ouverte, et mon père et Sophie sont entrés. Le silence s'est fait. Ils n'étaient pas habillés pour un mariage. Ils portaient des vêtements de ville, froissés, comme s'ils venaient de traverser une tempête. Leurs visages étaient des masques de fureur et de panique. Sophie m'a repéré à la table d'honneur. Elle a traversé la salle comme une furie, bousculant les invités sur son passage. « Théoï » a-t-elle crié, son doigt pointé vers moi. « C'est toi qui as fait ça. Dis-le. » Luc s'est levé d'un bond, se plaçant entre elle et moi. « Sophie, ça suffit. Tu n'as rien à faire ici. Sors. » Ne me dis pas ce que j'ai à faire, a-t-elle hurlé, hystérique. Ma vie est fichue à cause d'elle. Mes investisseurs se sont retirés, ma banque m'a lâché, et je viens de recevoir un appel du fisc. Il lance un contrôle fiscal approfondi. C'est toi qui leur as tout dit, petite garce. Mon père s'est approché, le visage livide. Chloé, je ne sais pas quel jeu tu joues, mais ça doit cesser immédiatement. Tu es en train de détruire cette famille. Détruire la famille ? C'était d'une ironie si amère que j'ai failli en rire. C'est à ce moment que Léo a choisi d'intervenir. Calmement, il s'est levé et a pris un micro. Elle n'a rien fait du tout, a dit sa voix, claire et stable, amplifiée par les haut-parleurs. Tous les regards se sont tournés vers lui. Elle n'a rien eu à faire. Vous avez tout fait vous-même. Sophie et mon père l'ont regardé, incrédules. Ils l'avaient oublié. Il n'existait pas pour eux. De quoi tu parles, l'enfant ? A craché Sophie. Léo a cliqué sur son ordinateur. Derrière lui, le grand écran qui projetait nos photos d'enfance est devenu noir, puis s'est rallumé. Ce n'était plus une photo de moi en couche-culotte.
C'était l'email de Sophie à mon père. Celui où elle planifiait de me mentir sur le fond fiduciaire. Un murmure a parcouru la salle. Léo a continué, sa voix froide comme l'acier. Vous pensiez que personne ne savait. Mais vous avez laissé des traces partout. Un autre clic. L'écran a affiché le relevé de compte montrant le virement de mes 50 000 € vers l'entreprise de Sophie. Un autre clic. Des extraits des déclarations de revenus falsifiées. Un autre clic. L'échange d'emails où mon père approuvait tout. Ceci, a dit Léo en désignant l'écran, n'est pas l'œuvre d'un concurrent jaloux. C'est la conséquence de vos actes. Vous avez volé votre propre fille et sœur. Vous avez fraudé le fisc. Vous avez menti à tout le monde. La seule chose que j'ai faite, c'est d'envoyer la vérité aux personnes concernées. Le visage de Sophie s'est décomposé. La fureur a laissé place à une terreur abjecte. Mon père, lui, semblait avoir vieilli de 20 ans en 2 minutes. Il me regardait, non pas avec des remords, mais avec une haine pure. La haine de celui qui s'est fait prendre. Comment as-tu pu, a-t-il balbutié en direction de Léo. Parce que c'est ça, une famille, a répondu Léo. On se protège les uns les autres. Et Chloé avait besoin d'être protégée. De vous. Ce fut le coup final. Sophie a fondu en larmes bruyantes et pathétiques. Mon père l'a attrapée par le bras et l'a traînée hors de la salle, sous les regards glaciaux et méprisants de tous nos amis, de toute la famille de Luc. La porte s'est refermée derrière eux. Ce jour-là, je n'ai pas seulement épousé l'homme que j'aime. J'ai aussi dit adieu à la famille qui m'a fait tant de mal, et j'ai vu mon petit frère devenir un géant. Après leur départ théâtral, un silence étrange s'est installé dans la salle de réception, rapidement remplacé par des murmures de soutien. Les amis et la famille de Luc sont venus m'entourer, me serrer dans leurs bras. Personne n'a posé de questions indiscrètes. Ils ont simplement été là, formant un rempart de bienveillance autour de moi. La fête a repris, plus douce, plus intime. C'était une célébration non seulement de notre union, mais aussi de la fin d'un chapitre toxique de ma vie. Les mois qui ont suivi ont été un tourbillon de conséquences juridiques et de reconstruction personnelle. La vie de Sophie et de mon père s'est effondrée aussi spectaculairement que Léo l'avait prédit. Le contrôle fiscal a révélé des années de fraude. L'entreprise de Sophie, déjà fragile, n'a pas survécu au scandale et aux poursuites. Elle a tout perdu, sa boutique, sa réputation, et les « amis » qui ne la fréquentaient que pour son argent. Mon père a été tenu pour complice. Pour éviter des poursuites plus graves, il a dû vendre la maison familiale, celle où j'avais grandi, pour rembourser une partie des dettes et des pénalités fiscales. Il a également été contraint par la justice de me restituer la totalité de mon héritage, avec les intérêts. Je n'ai eu aucune pitié. Cet argent n'était pas un cadeau, c'était mon dû, le symbole de tout ce qu'il m'avait pris. Je n'ai plus jamais eu de contact direct avec eux. J'ai entendu dire, par des tantes éloignées, qu'ils avaient déménagé dans une autre région, vivant modestement, rongés par l'amertume et les regrets. Mais je doute qu'ils aient jamais vraiment compris la profondeur de leur trahison. Pendant ce temps, Léo est devenu la star silencieuse de la famille. Son acte de bravoure a fait de lui un héros à nos yeux. Le père de Luc, impressionné par son intelligence et sa droiture, l'a pris sous son aile. Grâce à ses contacts, il lui a obtenu un entretien pour une bourse dans l'une des meilleures écoles d'ingénieurs en cybersécurité de France, à Rennes. Léo a été accepté avec les honneurs. Le gamin timide qui se cachait derrière son ordinateur allait maintenant utiliser son don pour protéger les autres, mais cette fois, de manière légale et reconnue. Il était rayonnant. Quant à Luc et moi, nous avons utilisé l'argent récupéré pour prendre un nouveau départ, loin de Lyon et de ses mauvais souvenirs. Nous avons acheté un petit appartement à Bordeaux, une ville que nous aimions tous les deux. J'ai quitté mon emploi et j'ai décidé de reprendre des études pour devenir thérapeute. L'épreuve que j'avais traversée m'avait donné une nouvelle vocation, aider les gens à guérir des traumatismes familiaux. Léo, de son côté, n'a pas attendu d'être diplômé pour agir. Sur son temps libre, il a créé un petit site web, protège-famille.fr.
C'était un forum anonyme et une ressource en ligne où il donnait des conseils simples et gratuits aux jeunes et aux personnes vulnérables sur la manière de repérer les signes d'abus financier familial, de sécuriser leurs informations personnelles et de savoir à qui s'adresser pour obtenir de l'aide. Il avait transformé la douleur que nous avions subie en une mission, un outil pour le bien. Notre vie était devenue plus simple, plus calme, mais infiniment plus riche. Nous avions perdu une partie de notre famille, c'est vrai. Mais nous avions forgé des liens plus forts, basés sur la confiance et le respect mutuel. Nous avions trouvé quelque chose de bien plus précieux que l'argent ou le statut social, la paix d'esprit et la certitude que, quoi qu'il arrive, nous pouvions compter l'un sur l'autre. Le vrai trésor, c'était ça. Aujourd'hui, plusieurs années ont passé. Luc et moi avons une petite fille, qui porte le nom de ma grand-mère. Notre vie à Bordeaux est paisible. Je termine ma formation de thérapeute et je commence à recevoir mes premiers patients. Souvent, dans leurs histoires, je retrouve des échos de la mienne, des familles brisées par des secrets, des non-dits, et des abus de confiance. Et je suis là pour les écouter, pour leur dire qu'il est possible de guérir, de se reconstruire. Léo est devenu un expert en cybersécurité très respecté. Son petit site web est devenu une association reconnue, aidant des centaines de personnes chaque année. Il donne des conférences, travaille avec la police sur des cas de fraude numérique. Il est heureux, épanoui. Il a trouvé sa voie en défendant les autres. En regardant en arrière, je ressens encore parfois une pointe de tristesse pour la famille que j'aurais pu avoir. Mais cette tristesse est rapidement balayée par une immense gratitude pour la vie que je me suis construite. La trahison de mon père et de ma sœur a été l'épreuve la plus douloureuse de ma vie, mais elle a aussi été un catalyseur. Elle m'a forcé à ouvrir les yeux, à m'affirmer, et à comprendre ce qui compte vraiment. Parfois, les plus grandes trahisons ne sont pas là pour nous détruire, mais pour nous révéler notre propre force et nous montrer qui sont les vrais membres de notre famille. J'ai appris de la manière la plus dure que la famille, ce n'est pas toujours le sang. C'est l'amour inconditionnel, le respect mutuel et la protection. C'est la main tendue de mon beau-père dans l'allée. C'est le soutien indéfectible de mon mari. C'est le courage silencieux de mon petit frère. C'est ça, ma vraie richesse. Cette épreuve m'a appris que même dans l'obscurité la plus profonde, il y a une lumière. Pour moi, cette lumière a été Léo. Pour d'autres, ce peut être un ami, un conjoint, ou même une force intérieure qu'on ne soupçonnait pas. Le plus important est de ne jamais laisser les actions des autres définir qui nous sommes. Nous avons le pouvoir de réécrire notre propre histoire, de transformer nos blessures en force, et notre douleur en mission. Si cette histoire vous a touché, si elle a résonné en vous d'une manière ou d'une autre, merci de cliquer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne à toucher plus de gens qui ont peut-être besoin d'entendre ce message. Et maintenant, c'est à votre tour. J'aimerais beaucoup lire vos propres expériences dans les commentaires. Avez-vous déjà dû vous battre pour la justice au sein de votre propre famille? Avez-vous déjà été trahi par ceux qui étaient censés vous protéger? Partagez votre histoire si vous le souhaitez, car chaque témoignage est une lueur d'espoir pour quelqu'un d'autre. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Prenez soin de vous, et souvenez-vous, vous êtes plus fort que vous ne le pensez.